Bien, donc démarrons maintenant notre webinaire. Donc bonjour, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire juste consacré à la durabilité, priorité du court terme. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bertrand Hospitalier. Bonjour Bertrand, spécialiste des enjeux du marketing durable et de la transformation responsable et rentable, c'est un sujet important, membre et administrateur de l'ADTEM et auteur du livre que je vais vous montrer, que vous retrouverez évidemment dans le replay et références, marketing indispensable, transition environnementale et sociétale. Donc nous verrons trois thèmes principaux avec Bertrand. Pourquoi la transition est désormais incontournable pour les entreprises et surtout pourquoi il faut s'y mettre dès maintenant, comment parvenir à convaincre, à embarquer tout l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, et puis, troisième point, comment procéder concrètement, et grâce à l'expertise de Bertrand, nous pourrons partager de nombreux exemples concrets qui ne manqueront pas, j'imagine, de vous inspirer dans votre quotidien et vous feront réaliser pourquoi et à quel point la transition est également une véritable opportunité business. Donc, première partie de ce webinaire, pourquoi la transition est désormais incontournable pour les entreprises, surtout pourquoi il faut s'y mettre dès maintenant. Alors, en guise d'introduction, Bertrand, quand on parle aujourd'hui de se mettre dès maintenant, est-ce qu'on ne va pas un petit peu à rebours de l'actualité du moment? Je crois qu'on assiste quand même plutôt aujourd'hui à un retour en arrière sur les enjeux écologiques, que ce soit en France, international, et c'est notamment impulsé par les décisions politiques. On parle plutôt aujourd'hui de backlash. Alors toi, qui es en contact permanent avec le terrain, peux-tu nous dire ce qu'en pensent les entreprises? Oui, bonjour Richard, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on entend beaucoup parler de ce retour de bâton rédactionnaire qui remet en cause la nécessité de se transformer. Alors, je ne vais pas nier qu'on fait face à des vents contraires. On va penser au déni du règlement climatique, on va penser à la remise en cause des politiques diversité, équité et inclusion par l'administration Trump, on va penser à la simplification des directives européennes qui ont tendance à se vider de leur sens. On va bien sûr avoir la désinformation alimentée par l'IA et renforcée par certains médias. Donc oui, c'est vrai que tout ça, ça ne nous aide pas particulièrement. Mais ce matin, on parle d'une cette indispensable transition environnementale et sociétale pour les entreprises. C'est une transformation de fond. On va changer de culture, on va faire évoluer la culture. Finalement, toute transition, elle est avant tout culturelle. On va challenger les modèles d'affaires, on va revoir les pratiques. Donc, c'est vraiment un chantier de fond. Moi, je rencontre des dirigeants qui me disent on a prévu des investissements sur 10 ans pour cette transformation. Donc, on ne va pas revenir en arrière. Donc, au sein de l'ADTEM, l'association de marketeurs, on a fait une étude, un baromètre sur la transition durable, et je vais retenir 3 chiffres que je vous présente. Le premier, c'est que 90% des directeurs et directrices marketing considèrent que le marketing doit contribuer à construire des offres pour une consommation responsable. Donc, un chiffre plutôt engageant de ces 9 DM sur 10. Seulement 20% de voient un retour en arrière sur les sujets RSE. Donc, on est loin d'avoir une large majorité qui subit ce retour de bâton, mais au contraire, 4 sur 5 qui continuent à avancer. Et 91% des directeurs et directrices marketing qui veulent transformer les modèles d'affaires. Donc, on vous donnera tous les chiffres de ce baromètre-là. Vous pourrez les retrouver dans les commentaires du replay. Oui, baromètre qui est très intéressant, je confirme. Donc, c'est plutôt encourageant et tu confirmes bien que donc, ce sujet est un sujet incontournable, inévitable même, et qu'il est temps de s'y mettre. La durabilité est bien un enjeu de court terme. Oui, absolument. Le sujet de durabilité, il est incontournable et il est urgent. Quand on est un dirigeant, une dirigeante ou un marketeur, une marketeuse, on ne peut pas attendre pour s'emparer de ce sujet-là. D'une part, parce que l'urgence environnementale et sociétale, elle est là. Je rappelle qu'en 2024, on a franchi la septième frontière planétaire sur les 9 existences. Je parle de l'acidification des océans. Et d'autre part, puisqu'on s'adresse à des dirigeants, il y a un sujet de pérennité de l'entreprise. Est-ce que mon activité va perdurer si je ne fais rien, si je ne me transforme pas? Une marketeuse me disait récemment, dans un monde sans ressources, il faut être certain qu'il n'y aura pas de part de marché.
Donc, on voit déjà des problèmes d'approvisionnement dans certaines entreprises. Je prends souvent l'exemple du Rhin, le cours du Rhin qui a tellement baissé en 2019 que l'industrie sidérurgique et les usines de chimie en Allemagne ne pouvaient plus être approvisionnées par voie fluviale. On a estimé ça à quelques centaines de millions d'euros de manque à gagner. Donc, ça commence à peser. Si vous regardez dans l'agriculture, il y a de gros changements qui arrivent aussi. Si je vous parle d'olive, d'huile d'olive, euh, en général, vous allez penser régime crétois, pourtour méditerranéen, mais il faut avoir en tête que la Suisse romande, la Suisse, commence à organiser, à structurer sa chaîne de production d'huile d'olive avec des olives locales. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'approvisionnement local pour les Suisses, mais pour les marques qui sont déjà installées, qui ont créé tout un imaginaire autour de la Méditerranée, ça veut dire qu'elles vont venir être challengées par des nouveaux concurrents. Donc, il faut se préparer à ça et voir comment on réagit par rapport à ça. Les données changent. Donc, il ne faut pas se cacher les yeux, ne pas prendre en compte le changement. En un mot, continuer à se transformer sans prendre en considération ces enjeux-là, ça va nous coûter cher. C'est ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Le dérèglement climatique, on a commencé à le prendre, les conséquences du dépassement des autres frontières planétaires aussi. Finalement, la transition, il va falloir y aller de gré ou de force. Donc mon conseil, ça va être vraiment anticiper. N'attendez pas de vous la prendre de pleine face. Oui, en effet. Donc, OK, il faut anticiper. Malgré tout, Bertrand, on sait qu'il existe des freins pour passer à l'acte. Parfois, un discours RSE qui est jugé un petit peu trop technique, des inhibitions aussi qui remontent liées au greenwashing. Donc, si le pire reste en effet l'inaction, je crois que tu veux aussi nous parler d'un autre danger dans l'entreprise. Oui, alors deux points par rapport à ça, par rapport à ta remarque. Je vais vite parler sur la technicité de la RSE. Quand on pense RSE, on dit oui, c'est compliqué, il y a du jargon, il y a du vocabulaire, c'est compliqué. Mais on fait preuve d'un peu de mauvaise foi, hein, et on va apprendre. On a déjà appris au marketing à discuter avec des ingénieurs, avec la DSI, avec l'IT, avec la logistique, avec des sujets qui sont un petit peu compliqués. Donc sur la RSE, on va y arriver. Et puis, ça fait partie de notre métier de transformer les sujets complexes en sujets compréhensibles par nos cibles. Mais tu as raison sur l'inhibition liée au greenwashing, liée à l'éco-blanchiment, on a un souci. L'éco-blanchiment en lui-même est un problème. Donc, c'est quelque chose à éviter absolument. Mais la peur de l'éco-blanchiment nous paralyse tellement en entreprise que certaines ne disent plus ce qu'elles font de bien. Elles se taisent. C'est ça l'éco-silence, le greenwashing. Et c'est délétère parce que finalement, vous n'informez plus vos parties prenantes. Vous n'accompagnez plus vos clients, vos consommateurs à faire leur choix en toute connaissance de cause. Et ça, ce n'est pas responsable. On doit informer correctement nos cibles pour qu'elles décident en ayant toutes les cartes en main. Alors oui, je vais enfoncer le clou, il est urgent d'agir, il est urgent de s'y mettre, mais aussi urgent de dire ce que l'on fait. Bon, très bien. Donc, on passe à l'action. Et on arrive à la deuxième grande question, en fait, passer à l'action pour parvenir, comment on fait pour parvenir à convaincre et embarquer l'ensemble des parties prenantes dont tu commences à parler. Je sais que selon l'observatoire de la DTM que tu citais tout à l'heure, il semble que si 65% des directeurs marketing jugent que la transition durable est l'affaire de tous, 31% ont du mal à concilier des injonctions contradictoires dans l'entreprise. Deuxième question, si on n'implique que les équipes marketing, est-ce que c'est suffisant pour engager toute l'entreprise? En gros, qui est le vrai initiateur d'une politique de transformation durable? Oui, Richard, tu as raison de parler d'injonctions contradictoires. D'un côté le court terme, de l'autre le long terme. D'un côté la fin du monde et la fin du mois, on a eu souvent l'occasion de les opposer. On continue en entreprise souvent à opposer marketing et RSE. Souvent, on va entendre des phrases dans les couloirs dire ben, va t'occuper de ta RSE, moi je m'occupe du marketing, moi je fais rentrer l'argent. Mais ayant en tête, ce n'est pas un duel, ça doit être en duo, ça doit aller de pair. On doit changer de logiciel, on doit comprendre que les deux se nourrissent. Et c'est comme ça qu'on va faire sauter, et je pense, ces injonctions contradictoires. Et puis je vais te dire, face aux défis qui sont les nôtres, il faut faire évoluer les comportements, il faut faire évoluer les usages, donc faire évoluer la consommation. Et ça, il faut le faire avec ceux et celles qui pensent la consommation, ceux qui conçoivent les produits, ceux qui conçoivent les services et les offres, les marketeurs et les marketeuses donc, et aussi celles et ceux qui rendent ces offres-là désirables, les communicants et les communicantes. Alors pour répondre à ta question,
Moi, je vois 4 arguments qui peuvent nous aider à embarquer les parties prenantes. La première, c'est une obligation humaine et citoyenne. C'est l'idée que finalement, on doit laisser une planète habitable pour les générations futures, en ligne avec les principes de développement durable définis par l'ONU. Alors certains vont dire, ouais, ça fait un peu bisounours. Mais demander aux patrons de PME s'ils seront fiers demain de laisser à leurs enfants une entreprise qui est une coquille vide parce qu'ils n'ont pas réussi à se transformer, parce qu'ils n'ont plus les ressources pour s'approvisionner aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment anticipé ça. Je ne suis pas sûr qu'ils se disent, bah, tiens, c'était un peu bisounours comme argument, parce qu'aujourd'hui, je suis plus très fier de là où j'en suis. Le deuxième point, ça va être une obligation réglementaire. Il y a de plus en plus d'obligations en termes de durabilité pour les entreprises. Je pense au décret BGS, je pense à la loi AGEC, je pense à la loi climat et résilience. Ces réglementations-là, il ne faut pas les voir comme des contraintes. Je pense que c'est plutôt des opportunités pour innover vers des pratiques plus durables. C'est un peu comme un aiguillon qui vient nous titiller, nous dire ben, transforme-toi, sinon tu payes. Il faut que tu changes, sinon je te sanctionne. Alors, en bon gestionnaire d'entreprise, on va plutôt préférer payer pour se transformer plutôt que aller payer des amendes, je pense. Le troisième argument, ça va être un impératif économique, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce que je peux toujours m'approvisionner dans un monde à plus 2 degrés, à plus 3 degrés, plus 4 degrés selon certains scénarios les plus pessimistes? C'est une vraie question et un impératif économique selon moi. Et la quatrième opportunité, enfin le quatrième argument, c'est une opportunité économique. Et je pense que c'est celle qui est la plus excitante pour les gens du marketing. Le marketing, il est là pour identifier des opportunités et créer des offres. C'est une de ses missions. Et il peut répondre aux besoins des consommateurs tout en contribuant aux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc ça, pour nous, je pense que c'est extrêmement enthousiasmant. Oui, donc bon, c'est vrai que là, tu nous donnes toutes les bonnes raisons d'y aller, mais j'aimerais qu'on revienne sur la deuxième partie de ma question. Si on n'implique que les équipes marketing dans cette transformation, est-ce que c'est suffisant pour engager toute l'entreprise? Toujours pareil, donc qui est le vrai initiateur, l'aiguillon de cette politique de transformation durable? Ouais, tu as raison de me relancer là-dessus. J'avais éludé cette partie de la question. Effectivement, si votre COMEX ou si vos actionnaires sont déjà engagés, c'est sûr que vous allez gagner du temps, hein. Si votre DG a participé à la Convention pour les entreprises pour le climat, ça ira plus vite. Mais la direction marketing, elle a aussi son rôle à jouer pour initier cette prise de conscience, pour faire évoluer l'entreprise. Parce que le rôle du marketing, c'est de connaître les forces et les faiblesses de l'entreprise, c'est d'identifier des menaces et en faire des opportunités. Et c'est son rôle de faire passer le message à la direction. Il y a beaucoup à gagner à se transformer en embrassant les jeux. Il y a beaucoup à transformer. Je vais la refaire. Il y a beaucoup à gagner à se transformer en embrassant les enjeux environnementaux et sociétaux. Et il y a beaucoup à perdre à ne rien faire. J'évoquais tout à l'heure le coût de l'inaction. Enfin, par ces interactions, ces connexions en interne avec les achats, avec la R&D, avec la supply chain, avec tous les services, le marketing, il a un rôle de coordinateur à jouer. Or, beaucoup ne l'ont pas encore compris, mais un marketing, il y a un vrai pouvoir et ce serait une bonne décision stratégique de le mettre au service de la durabilité. Ouais, très clair, ouais, très clair. Et il y a une autre partie prenante dont on n'a pas beaucoup parlé, ce sont les consommateurs. On sait aujourd'hui que les consommateurs, par rapport à cette approche, ont des attitudes plutôt schizophrènes, avec un espèce de grand écart entre le déclaratif et les actes. J'avais noté des chiffres, 55% des Français se déclarent prêts à payer plus cher des vêtements équitables et 60% sont prêts à boycotter une marque qui ne produit pas équitable. Donc ça laisse un petit peu perplexe quand on voit aujourd'hui les succès de Chine, encore récemment, ou d'autres entreprises et plateformes à bas coût. Oui, effectivement, mais moi je vais prendre deux chiffres qui m'ont marqué récemment. C'est 80% des Français qui estiment que la crise climatique nous oblige à revoir nos modes de vie et de consommation. Et deuxième chiffre, 72% qui estiment que produire dans le respect de l'environnement et des travailleurs, c'est compatible avec la recherche de profit des entreprises. Et effectivement, sur ces bonnes déclarations d'intention, on peut constater un écart entre le comportement réel avec le comportement réel du consommateur. Certains vont parler de green gap, cet écart entre le déclaratif et l'action. Mm. Entre nous, on est entre marketeurs et marketeuses, cet écart-là entre l'action et le déclaratif, on sait qu'il a toujours existé.
Et quand on parle des consommateurs, j'ai toujours une pensée pour Henry Ford qui disait, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux qui vont plus vite. C'est à nous aussi, en tant que marketeurs et marketeuses, nous qui concevons les offres, de penser une offre plus responsable, de l'exprimer et de supprimer ce qui n'est pas responsable pour aller expliquer ça ensuite aux consommateurs. Quand Fleury Michon a lancé son jambon zéro nitrite, il n'a pas attendu que le consommateur lui en fasse la demande. Ma conviction, c'est que les marques, elles ne peuvent pas attendre que les consommateurs changent, elles doivent anticiper et les accompagner dans le changement. Quand on explique, ça fonctionne. En ce qui concerne le prix, c'est à nous, marketeurs et marketeuses, d'évaluer le bon prix. Ça fait partie des 4 P. C'est notre responsabilité de voir quel est le prix acceptable et d'éduquer, comme le fait Naturalia avec cette publicité en 4 par 3, où elle va expliquer la décomposition du prix des compotes. Qu'est-ce qui revient à qui dans ce prix pour aller justifier un bon prix. C'est également ce que fait la marque C'est qui le patron, qui décompose sur le côté de son packaging le prix et qui va expliquer ce qui revient au producteur, ce qui revient au distributeur, ce qui revient à la marque, ce qui va à l'État avec la TVA. Et ce qui est intéressant, ce qui est particulièrement intéressant avec la marque C'est qui le patron, c'est que c'est la marque la plus chère du marché. C'est la marque la plus chère du marché. Elle explique pourquoi elle explique son prix. Et c'est une des marques qui a la plus forte croissance de l'alimentaire depuis ces 10 dernières années. Oui, donc tu renverses un petit peu le lait, c'est-à-dire qu'on prend des initiatives et en termes de produits, on tend à changer les comportements des consommateurs. Mais si je comprends bien, c'est aussi une question de communication. Des bénéfices mal exprimés à l'externe, finalement, deviennent des freins. On a toujours à l'esprit la volonté enfin, le besoin de parler de sobriété qui apparaît comme un argument plutôt privatif, punitif, alors qu'on pourrait plutôt parler de juste utilisation. J'ai un autre exemple qui était sur la pompe à chaleur. Aujourd'hui, l'argument pour les consommateurs d'acheter une pompe à chaleur, c'est avant tout pour avoir un meilleur confort de chauffage. Et si en plus c'est bon pour la planète, tant mieux, mais ce n'est pas l'inverse qui fonctionne. Oui, exactement. Et là encore, c'est le job du marketing et de la communication. C'est comment je travaille l'ordre des arguments, comment je travaille ma hiérarchie des messages. D'abord, je vais parler de la réponse aux besoins du client. Dans un deuxième temps, je vais parler d'un avantage personnel, comme la santé dans le cas de l'alimentation. Dans un troisième temps, je vais parler des arguments pour la planète. Bien respecter cet ordre-là. Et en plus de ça, il faut rendre ça désirable. Ne pas donner l'impression qu'on est dans une sobriété privative, mais dans une sobriété heureuse, engageante, enthousiasmante. Si je vous dis de ne pas manger de la viande pour la planète et que je vous montre du tofu qui ne vous fait pas saliver, ça ne marchera pas. Vous allez continuer à prendre des burgers. Si je vous invite à découvrir les nouvelles saveurs végétales extraordinaires, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Vous avez déjà testé le curry d'aubergine dans les restaurants indiens, c'est une vraie tuerie. On est sur du pur végétal, mais on est avant tout sur un vrai plaisir gustatif. Je vous le recommande chaleureusement. Vrai plaisir gustatif, en plus vous faites du bien à la planète. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir donner envie et redonner envie d'agir. Et une étude de l'ADEME disait que pour 78% des Français, voir les autres faire des efforts en faveur d'une consommation responsable les motive à le faire. Donc, en plus, il faut le mettre en avant, il faut en parler, il ne faut pas hésiter à célébrer, comme on disait, les petites victoires. Donc là, on a embarqué toutes nos parties prenantes, on a compris qu'il fallait y aller tout de suite. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on procède une fois que tout le monde est mobilisé? Quels sont en fait les enjeux de la nouvelle réflexion marketing qui, quand même, historiquement, est au service de la croissance et donc de la consommation, voire de la surconsommation? Premier point. Et je voudrais savoir aussi, selon toi, en quoi le marketing responsable peut être source de business, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Et là, je crois que tu peux nous donner des cas concrets d'entreprises qui ont su réinventer leur modèle et en tirer des nouveaux bénéfices, finalement. Oui, effectivement. Pour commencer, pour beaucoup de marketeurs et marketeuses, c'est pas facile de savoir par où avancer, par où commencer, quelles sont les premières étapes. On a différents niveaux de maturité parmi les marketeurs et marketeuses. Généralement, on a conscience des enjeux carbone,
Éventuellement, on a entendu parler de biodiversité, mais ce ne sont pas les seuls enjeux que l'on a. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un nouveau cadre de réflexion. Ce cadre-là, il a été établi avec Pierre Rédarès et Laurence Picard du collectif responsable de la DTEM. Ce nouveau cadre de réflexion, il part de l'économie du donut. Alors, l'économie du donut, c'est quoi? C'est une théorie économique qui a été développée par une économiste anglaise, Kate Raworth. Elle part du principe que pour continuer à vivre et à nous développer sur Terre, il ne faudrait pas dépasser les 9 frontières planétaires. Elle va donc parler d'un plafond environnemental. Ça va être le rond vert extérieur que vous voyez sur le schéma qui est à l'écran. Donc, pas dépasser ce plafond environnemental. Néanmoins, pour continuer à se développer et permettre à tous de se développer dans le cadre du développement durable avec la définition de l'ONU, on devrait permettre à chacun d'obtenir au moins un minimum social. Ça veut dire accès à l'eau, accès à la nourriture saine, accès à l'énergie, accès à l'habitat, etc. C'est ce qu'elle va appeler le plancher social. Ça, c'est le deuxième cercle vert foncé que vous voyez à l'intérieur du schéma. Notre objectif, avec la théorie du donut, ça va être de trouver un modèle de fonctionnement, un juste équilibre entre ce plafond environnemental et ce plancher social. Et on va regarder ce qu'on appelle la zone juste et sûre qui est entre les deux cercles. Comme on est entre deux cercles, l'économiste a appelé ça le donut. Le problème, c'est que pour le moment, on n'est pas tout à fait là où on devrait être. Il y a un certain nombre de frontières planétaires qui ont été dépassées et le plancher social n'est pas atteint pour tout le monde. Donc l'idée, ce serait de voir comment on peut atténuer les effets sur les frontières planétaires, comment on peut permettre à chacun d'arriver à un plancher social. Alors ce ne sera pas simple, sur le dérèglement climatique, ça va être compliqué, mais on peut essayer de voir comment on peut faire avancer les choses néanmoins sur ce point-là. Cette théorie, elle doit nous servir de point de départ. Moi, vraiment, je vais l'utiliser pour faire des choix stratégiques. Donc ça, c'est la première étape, la théorie du donut, intéressant, et je crois que tu nous parles après. Tu reviens un peu sur les parties prenantes, nouveau dialogue. Oui, effectivement, on a parlé tout à l'heure des parties prenantes internes. Parlons des parties prenantes externes. On a l'habitude de penser à nos clients, penser à nos consommateurs, mais on a tout un tas d'autres parties prenantes, ces personnes ou ces entités sur qui nous avons un impact ou qui peuvent elles-mêmes avoir un impact sur nous. Donc ces autres parties prenantes-là, on doit les prendre en considération et initier un nouveau dialogue avec elles. Discuter avec nos fournisseurs, par exemple, pour comprendre quelles propositions plus responsables ils peuvent nous proposer. Discuter avec des ONG, selon le secteur sur lequel on est, et voir comment elles peuvent nous aider à répondre à certains problèmes et résoudre certains problèmes. Je préfère faire ça plutôt que attendre qu'elles-mêmes viennent me trouver, viennent me filmer en catimini et fassent exploser un buzz sur ma marque. Les associations, ça peut être des partenaires pour nous aider à améliorer ces pratiques. Et quand on pense partie prenante, il y a une partie prenante qu'on n'attendait peut-être pas forcément, mais on commence à se poser la question dans certaines entreprises, c'est la nature, c'est le vivant. Est-ce que j'intègre la nature comme une partie prenante? Regardez ce qu'a fait Patagonia en cédant la société et valorisé 3 milliards à des associations qui œuvrent pour la planète. Regardez l'entreprise Norcis qui a décidé d'attribuer un siège à la nature au sein de son conseil d'administration. C'est quand même assez éloquent. Ah oui, des très belles initiatives. Donc, OK, donc on cartographie ces parties prenantes, on dialogue avec elles, et ensuite? Mais ensuite, on va faire un état des lieux de la situation, faire un bilan de l'impact de ces offres. Pour cela, on va s'appuyer dans un premier temps sur la matrice de double matérialité. La matrice de double matérialité, on en a beaucoup parlé avec la CSRD. Alors, même si la CSRD n'a plus le vent en poupe, c'est rien de le dire, c'est toujours intéressant d'avoir en tête cette matrice. L'idée, c'est d'identifier en quoi mon entreprise a un impact sur l'environnement et sur la société, et dans un deuxième temps, d'identifier en quoi la société et l'environnement peuvent avoir un impact sur mon entreprise. Normalement, ça devrait faire émerger un certain nombre de menaces et d'opportunités. Dans un deuxième temps, on va aller identifier de nouveaux indicateurs. Au marketing, on a l'habitude de manipuler des indicateurs financiers. Si on continue uniquement avec des indicateurs financiers, on ne pourra pas faire évoluer
chose au regard de la théorie du donut que j'évoquais tout à l'heure avec ce plafond environnemental et ce plancher social. Donc, il faut aller chercher des indicateurs environnementaux et des indicateurs sociaux. Faute de quoi, finalement, on ne va pas piloter notre activité de façon efficace. Et bien sûr, on réalisera l'analyse du cycle de vie de nos produits. En ayant en tête ces indicateurs-là, on va aller regarder comment à chaque étape de la vie de notre produit, au moment du sourcing, au moment de la production, au niveau de la logistique, au moment de l'utilisation par le consommateur, par le client, comment les indicateurs sont impactés. Je réagis sur le pavé suivant qui me questionne. Je crois que tu veux nous parler de renoncement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir, par exemple, arrêter de travailler certaines lignes de produits? Est-ce qu'on va arrêter de travailler avec certains clients? Au marketing, je crois qu'on est quand même là pour créer de la valeur, voire générer de la rentabilité. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire avec le renoncement? Mais oui, quitte à en choquer certains et certaines, peut-être qu'on va arrêter certains produits. Il est probable qu'un certain nombre de produits, un certain nombre d'offres que l'on a aujourd'hui ne soient plus compatibles avec la situation dans laquelle on est. C'est ce qu'a fait Mustela en annonçant qu'ils allaient arrêter les lingettes jetables. Les lingettes jetables, c'est 20% du chiffre d'affaires au niveau France pour la marque. Suite à la participation des dirigeants à la Convention des entreprises pour le climat, il y a eu une prise de conscience. Ils se sont dit, chez Laboratoire Expansience, ce produit est une aberration environnementale. Il faut l'arrêter. On ne peut plus continuer avec ça. Alors, ils se sont donné 4 ans. On est en 2023, ils se sont dit, on va arrêter ce produit-là d'ici 2027. Donc, c'est un choix qui est hyper courageux. Faire une croix sur 20% du chiffre d'affaires France. Mais ça veut dire qu'en se laissant du 4 ans, on a le temps de réfléchir et de voir, d'innover, pour voir comment on va pouvoir compenser ce produit-là. Et cette initiative-là, c'est vraiment la phase émergée de toute la transformation de l'entreprise qui aujourd'hui a pour volonté de devenir une entreprise régénérative. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Nexens. Quand le nouveau directeur général est arrivé il y a quelques années, la situation n'était pas bonne. Le dirigeant a fait une analyse, il a pris en compte les enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux, les enjeux économiques. Et il a fait un choix extrêmement fort, c'est de se séparer de 13 000 clients. Ils sont passés de 17 000 clients à 4 000 clients. Donc renoncement, gros renoncement. Mais pourquoi il a fait ça? En fait, il s'est rendu compte que les clients qui avaient les meilleures notes environnementales et sociétales étaient aussi celles qui étaient les clients qui étaient les plus rentables économiquement. Donc, il a fait ce choix de se séparer de ces clients-là. Il a dit, je refuse la croissance en volume, je préfère la croissance en valeur. Et le résultat de ça, c'est que l'action a été multipliée par 4. Donc, on voit bien que le renoncement, finalement, pour répondre à ta question, ce renoncement, il peut aller de pair avec l'efficacité économique. Mais à côté de ces renoncements-là, voyons aussi le verre à moitié plein. On va pouvoir identifier des opportunités. J'aime bien l'exemple de Pandobac. C'est une restauratrice que j'ai rencontrée qui nous dit quand j'étais livré, je recevais des tonnes d'emballages. Donc, à un moment, j'ai décidé de mettre en place un service de bac de transport réutilisable. Résultat, elle a mis en place un nouveau business, elle a monté sa start-up et aujourd'hui, elle permet de diminuer l'impact environnemental des livraisons. Oui, oui, voilà. Ça, ce sont des exemples très intéressants. Donc, renoncer permet de générer des opportunités. Donc là, on est un petit peu rassuré. Tu dis bien que le marketing durable est source de valeur et que le marketing responsable, finalement, peut être une source de business. Oui, effectivement, une fois qu'on a fait ça, qu'on a pris conscience de ces éléments-là, on va pouvoir retravailler notre offre pour la rendre plus durable et on va pouvoir repenser les modèles d'affaires. J'aime bien l'exemple de Fnac Darty. Fnac Darty a mis en place un nouveau plan stratégique il y a quelques années. Ils ont décidé de devenir une entreprise de services. Vendre moins de produits et plus de services, ça veut dire qu'à un moment, on va diminuer la pression extractiviste sur les ressources de la planète, tant qu'on a un bénéfice environnemental. Et en créant l'offre d'Artimax, qui est une offre d'abonnement, de conseil, de maintenance et de réparation sur tous vos produits, pas uniquement sur les produits d'Arty, mais sur tous les produits que vous avez chez vous, l'entreprise trouve une nouvelle source de revenus et des revenus récurrents
qui finalement vont lui permettre de compenser la vente de produits. Encore une fois, les actionnaires ont salué cette démarche-là, l'action a bondi, donc ça montre bien que cette transformation-là peut avoir des répercussions financières et économiques extrêmement positives. Je vais prendre un deuxième exemple, c'est l'exemple de Michelin, qui a mis en place une offre qui s'appelle Tailleur as a Service. En fait, c'est une offre où, en B2B, notamment pour les autocaristes, les clients vont acheter du kilomètre en sécurité plutôt que d'acheter des pneus. Michelin va assurer la maintenance et le remplacement des pneus de ses clients en allant directement dans leurs ateliers. Donc, c'est un souci en moins pour les clients. Je n'ai pas besoin de me préoccuper. Est-ce que mes pneus sont en bon état? Est-ce qu'ils sont usés? Quand est-ce que je dois les changer? Je me note sur mon calendrier. Ah mince, j'ai oublié la date pour changer les pneus, etc. Non, c'est Michelin qui s'en occupe. Ils viennent directement voir les autocars quand ils sont dans les garages et ils changent les pneus au bon moment. Ce qui permet à Michelin de garder la maîtrise de son produit, même quand elle est en phase d'utilisation par le client. Michelin va aller récupérer les pneus au bon moment pour les rechapper, pour leur donner une deuxième vie, etc. Et cette formule va aussi permettre à l'entreprise d'avoir des revenus récurrents. Donc on est sur une fidélisation, on est quand même sur un dispositif qui est extrêmement intéressant pour l'entreprise. Après cet exemple B2B, je vais revenir sur un exemple B2C, en grande consommation. On peut aussi imaginer la location de chaussures. C'est ce que fait Bocage, avec une baisse de 25% de l'impact environnemental de ces chaussures en location. Et il y a un avantage pour le consommateur. C'est tout simplement la possibilité de changer de modèle. Michelin, ce que font Michelin et Bocage, c'est ce qu'on va appeler l'économie de la fonctionnalité. Je vais vendre l'usage du produit plutôt que le produit en lui-même. Oui, donc ouais, c'est des exemples très concrets qui montrent bien qu'on fait évoluer l'offre, on teste des nouveaux modèles d'affaires finalement, et puis donc ensuite, l'étape suivante, c'est de faire évoluer la communication, c'est ça? C'est exactement ça. Quand on initie ces changements, eh bien, il faut accompagner le consommateur, faire preuve de pédagogie. Quand Fleury Michon a lancé son jambon zéro nitrite, il savait que le consommateur serait un peu troublé, c'est rien de le dire, par l'abandon de la couleur rose. On a l'habitude depuis des dizaines d'années en France de dire ben, le jambon c'est rose. Non, ce n'est pas la couleur naturelle du jambon. Et quand on enlève le nitrite, le jambon il est plus rose. Il va plutôt sur du orangé, du marron. En tout cas, on n'est plus sur du rose. Donc Fleury Michon s'est dit je vais retourner ce risque en opportunité et je vais faire une campagne dans laquelle mon slogan sera le rose n'est obligatoire ni pour les princesses ni pour le jambon. Donc je fais preuve de transparence. Oui, mon jambon n'est plus rose. Je fais preuve de pédagogie. J'explique pourquoi le jambon est différent, la couleur est différente aujourd'hui. Et finalement, ça n'est pas très grave. Cette campagne, elle a tellement bien marché que le produit s'est retrouvé en rupture. On a eu des ruptures pendant plusieurs jours, ce qui n'était jamais arrivé à la publicité pour la marque. Donc, je fais preuve de transparence, j'apporte des preuves de mon discours et j'acquiers l'adhésion de mes consommateurs. Et la dernière brique de ce cadre de réflexion, ça va être au niveau des récits. Tu le sais, Richard, depuis la nuit des temps, les histoires, c'est ce qui façonne notre façon de voir le monde. Les grands textes des religions, les contes pour enfants, les récits publicitaires, tout ça, ça façonne notre façon dont on voit le monde qui nous entoure. Alors, il y a un certain nombre de récits dominants. Le récit dominant dans la publicité depuis, on va dire quoi, 50, 60, peut-être un petit peu plus, 60 ans. C'est pour être heureux, il faut que tu achètes, et il faut que tu achètes neuf. Une fois que tu as acheté neuf, quand le produit ne fonctionne plus, tu le jettes et tu recommences. Sous-entendu, tu ne vas quand même pas aller acheter de la seconde main. Donc il faut aujourd'hui qu'on propose des histoires qui racontent autre chose, des récits qui soient positifs, optimistes, joyeux, qui nous disent ben, le reconditionner, le recycler, la réparation, la reprise, ben, c'est chouette, c'est sympa finalement. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, c'est plutôt un modèle malin. Il y a une marque qui va même jusqu'à dire que le neuf, c'est ringard. Si je prends un autre récit dans l'alimentaire, depuis longtemps, on a en tête qu'un repas, c'est de la viande. D'abord, je choisis ma viande et ensuite, je vais choisir mon accompagnement. Faites l'exercice d'aller au restaurant, vous choisissez votre plat et on vous demande après quel accompagnement vous voulez avoir avec.
mais on peut voir les choses autrement. On peut commencer par une alternative végétale, et avec cette alternative végétale, vous allez voir qu'on peut voir la vie en rose. Ce n'est pas une privation, c'est joyeux finalement. Donc ce cadre de réflexion qu'on vient de dérouler ensemble, il permet d'embrasser les enjeux environnementaux et sociétaux tout en créant de la valeur économique. Et on ne le répétera jamais assez, tu le disais en préambule, le marketing durable, il doit être rentable, sinon ça ne fonctionnera pas. Il ne s'agit pas de faire plaisir à quelques bobos écolos, hein. Ce n'est pas ça le problème. Si on fait ça, on passe à côté du truc. Ce qu'il faut, c'est faire changer les usages, faire changer les comportements, donc faire évoluer la consommation de façon massive, ce que savent faire les marketeurs et les marketeuses. Et il faut s'y mettre dès à présent si on veut rester dans la course. Ouais, changer les comportements, c'est vraiment, en effet, je crois, clé dans cette transformation, comme dans d'autres transformations. Je te remercie d'avoir partagé déjà ce nouveau cadre de réflexion et puis tous ces cas très inspirants, très concrets, puisque c'est comme ça qu'on arrive à voir un petit peu comment on peut transformer des modèles. Je voudrais juste terminer par un point qui concerne plutôt la partie humaine, la partie juste. Je reviens sur un des chiffres évoqués précédemment. On avait vu que 40% des directeurs marketing déclarent avoir un déficit de moyens, tant financiers que humains, pour conduire et mener efficacement ces projets de transition. C'est vrai qu'on leur demande souvent, à ce qui nous remonte, de piloter la transformation, mais ils n'ont pas forcément les ressources dans leurs équipes qui sont déjà évidemment bien occupées à gérer le quotidien. Ils ne peuvent pas gérer tout seuls et transformer le business model de l'entreprise en tant que direction marketing. Et on l'a vu par rapport à toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans cette transformation. Et puis, ils n'ont pas nécessairement la compétence intégrée pour gérer un pilotage qui peut être parfois complexe pour fédérer, engager les parties prenantes internes, externes dont tu nous as parlé tout à l'heure, chacun dans l'entreprise ayant ses propres objectifs, ses propres contraintes. Et tu disais, même si on est habitué à parler avec tout le monde, les ingénieurs, la supply chain, la qualité, le service après-vente, la finance, les RH, tout le monde a ses propres intérêts. Donc, ce qu'on a vu, ce qu'on a noté chez Juste, c'est la possibilité d'accompagner les entreprises, que ce soit les directions générales ou les directions marketing, avec des managers externes qui sont rompus à ces techniques de management de la transformation et qui, eux, vont avoir plus de facilité à aller parler et engager toutes les parties prenantes dans la mesure où ils sont complètement objectifs et ils ont cette vision transversale, sans parti pris particulier, en disant bah oui, mais lui, il se bat pour sa chapelle, etc., etc. Donc, faire appel à un manager de transition en mission pour mettre sur les rails, en tout cas, la transformation, qui peut être toujours pilotée évidemment par le marketing, peut permettre vraiment d'être un accélérateur de cette transformation et surtout d'embarquer l'ensemble des parties prenantes qui, après, évidemment, reprendront la main dans l'entreprise et pourront faire perdurer cette transformation à long terme. Donc, s'inscrire dans la durabilité, ce qu'on a voulu vous démontrer aujourd'hui. Je crois qu'on arrive, Bertrand, au terme de notre webinaire. Donc, je voudrais vraiment te remercier pour ta participation, tes éclairages et tous les cas concrets que tu as bien voulu nous partager, que tout le monde pourra retrouver. On le mettra en référence dans ton livre. Il me reste donc à remercier tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire de Juste qui devrait être en janvier. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci Richard. À bientôt. Au revoir, Bertrand.